Bonsoir à tous. Merci de votre présence pour notre webinaire sur le thème cyber. Alain Boer nous fait l'honneur de venir partager les grandes lignes de son analyse du sujet et de répondre à nos questions. On ne présente pas Alain Boer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers à New York et à Shanghai. Auteur d'une quarantaine d'ouvrages sur la criminalité. Il a été conseiller de Michel Rocard. Aujourd'hui, il est consulté par divers États et services spécialisés sur les questions de sécurité et de terrorisme. C'est donc avec le plus vif intérêt que nous allons l'écouter. Et nous le remercions vivement de nous consacrer tout ce temps, d'autant que la période de rentrée universitaire n'est pas la moins chargée pour un professeur. Donc un grand merci, Alain. Après son exposé, une large partie de la réunion sera consacrée à vos questions. Donc, posez-les dans le chat dès le début de l'exposé. Elles ne sont pas forcément directement liées à ce que dit Alain. Vous voyez le genre de questions que vous pouvez poser à Alain. Olivier Lopez, donc notre collègue que vous connaissez tous très bien, qui est co-responsable de la chaire recherche cyber-risque, va animer cette partie questions de notre réunion et j'y contribuerai pour ma part également. Le risque cyber, c'est un sujet sur lequel l'Institut Actuaire s'est penché et s'intéresse depuis plusieurs années. Nous avons organisé plusieurs conférences. Nous proposons d'ailleurs à nos membres une formation cyber-risque, une formation courte, qui est spécifiquement destinée aux besoins des actuaires, avec des intervenants qui sont des professionnels, risk managers, courtiers. Il y a notamment Philippe Cotel, qui est le risk manager d'Airbus et qui est en charge de la commission cyber de l'AMRAE. Et il y a Luc Vignancourt, le frère de Jérôme, qui est un grand spécialiste du sujet. Il y a Christophe Delcan, Olivier Lopez, Florian Ponce, etc. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, allez consulter le site et rapprochez-vous d'Alexandra Glémé de l'IRM qui s'occupe de toutes ces questions. Les questions que nous avons sur le cyber-risque que nous nous sommes posées jusqu'à maintenant à l'Institut Actuaire, elles s'inscrivaient bien dans la ligne habituelle de la démarche d'un actuaire. Est-ce que c'est un marché pour les assureurs? Comment évaluer le risque? Où sont les données? Est-ce que le risque opérationnel que constitue le risque cyber pour les entreprises d'assurance elles-mêmes, qui sont des cibles potentielles d'attaque, est-ce que ce risque opérationnel est bien pris en compte? Comment organiser la résilience face à ce risque? Et ce qui nous intéresse finalement un petit peu plus particulièrement ce soir, c'est quelle est la vraie nature du risque informatique. Il y a une dimension informatique, il y a une énorme dimension humaine, il y a une dimension organisationnelle. En quoi est-ce nouveau? Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement intéressés par ce que va pouvoir nous dire Alain, qui a intitulé son intervention du cyberchaos à la cyberconfusion. Et donc, Alain, eh bien, merci, aidez-nous à sortir de la confusion sur ce sujet fort délicat. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci de votre invitation, chère Florence. Merci Olivier, avec qui nous travaillons à peu près sur les mêmes questions par ailleurs dans le cadre de la recherche académique. Alors d'abord, il est toujours intéressant, avant d'entrer dans le champ de la sortie de la confusion, de préciser d'où on parle. Car il se trouve que je ne suis pas un spécialiste des sciences dure, mais de la criminologie. La criminologie est une science clinique qui fonctionne selon des règles assez simples, et même que celle de la médecine, paradoxalement. D'abord, nous essayons d'établir un diagnostic, et le diagnostic doit toujours être partagé. De quoi est-on malade? Ensuite, nous essayons d'établir un pronostic. Est-ce qu'on a des chances de vous sauver ou est-ce qu'on est juste dans le soin palliatif? Et ensuite, le diagnostic doit être discuté. Et puis ensuite, on établit un processus thérapeutique
qui grosso modo passe par des options homéopathie, une petite camomille, chimie, un petit cachet, ou chirurgie, on coupe d'abord, on discute ensuite, qui relève là d'un processus disputé. Et il se trouve que nous sommes des spécialistes de la thérapeutique sans diagnostic, non seulement sur les sujets criminologiques, sur la fraude, sur les violences, sur l'insécurité, sur la criminalité. On l'a vu récemment sur le sanitaire. Et il se trouve que le cyber n'y fait pas exception. Mon processus à moi a été longtemps d'être conseiller d'un Premier ministre où je n'avais absolument aucune vocation à traiter des questions de cybersécurité, de sécurité, de criminalité ou de terrorisme. Mais c'est un peu comme feu le service national, tu parles anglais corvée de patates. J'étais le seul à m'intéresser aux questions de sécurité, ce qui dans l'univers de Michel Rocard faisait figure d'exception, n'étant pas le meilleur, mais étant le seul. J'ai eu à traiter le terrorisme, une guerre, celle du Golfe, et toute une série de problématiques relevant notamment de la problématique des ordinateurs massivement parallèles et du travail que menait Jacques Stern pour permettre à la France de conserver une certaine forme d'indépendance dans les nouvelles technologies. Et c'est à peu près la période où nous n'avons fait que des mauvais choix alors que nous avions les bonnes réponses. On a choisi le bebop plutôt que le smartphone et le Minitel plutôt qu'Internet. Ceci pour indiquer à quel point Internet au sens de l'ordinateur, du cloud, du transfert de données. Alors que des Français sont à l'origine d'à peu près toutes les innovations qui ont modelé la modernité, ils n'ont jamais réussi à en faire un business en France. La France a choisi, selon sa logique étatique, des process qui lui convenaient et a laissé partir la modernité, le progrès et le business dans d'autres espaces où on retrouve d'ailleurs beaucoup d'opérateurs français, dépités de ne pas avoir eu d'appel d'air et de soutien financier ou administratif dans notre pays, mais qui ont réussi à s'établir durablement là-bas. Et si on n'a pas eu de vaccin Sanofi, 3 des 5 vaccins existants ont été inventés, gérés ou managés par des Français dans des pays étrangers où ils ont trouvé le soutien qu'ils ne trouvaient pas ou qu'ils ne pensaient pas trouver en France. La deuxième problématique est que, du coup, par désœuvrement et après avoir tâté longtemps de la vie de l'appareil d'État, j'ai décidé de rejoindre l'Institut d'études politiques puis le Conservatoire national des arts et métiers où je gère l'unique chaire de criminologie du pays, ce qui fait que je n'ai jamais très bien compris si j'étais une espèce en voie de disparition ou en voie d'apparition. En tout cas, j'appartiens à la catégorie réserve naturelle. On me regarde avec bienveillance, on me jette parfois des cacahuètes, mais il se trouve que les problématiques criminelles, le terrorisme, les activités du cybercrime ont pris de telles proportions qu'on n'a plus besoin d'expliquer longuement à quoi on sert, même s'il y a toujours un doute pour savoir s'il faut absolument développer notre secteur. Et du coup, nous nous sommes trouvés face à des problématiques assez intéressantes dans une relation extrêmement compliquée avec l'analyse du phénomène cyber, qui fait l'objet, comme ceci a été rappelé très justement, non pas d'une, mais de plusieurs confusions cumulées. Il y a plusieurs couches à l'intérieur du dispositif de confusion. D'abord, il y a une couche sur ce que veut dire cyber, qui n'a jamais voulu dire informatique, jamais, qui veut dire plutôt complexité ou gouvernail, suivant l'interprétation qu'on veut bien en faire, et qui est un terme inventé par la science-fiction. La problématique cyber est une problématique du roman, de la nouvelle, de la dystopie, de la science-fiction, mais de rien d'autre. Ensuite, tout le monde a essayé de se raccrocher à ce sujet et tout le monde confond mécaniquement cybersécurité et sécurité informatique, considérant que la réponse ingénieriale est la seule qui correspond et s'étonnant régulièrement de la défaillance de ces types de réponses, puisqu'elles relèvent à peu près du même niveau que la ligne Maginot. L'idée que l'adversaire va avoir la gentillesse de bien venir à l'heure dite, au moment précis, de la même manière que la dernière fois, et cette fois-ci de nous laisser gagner, relève de la magie, pas d'autre chose. Et le deuxième problème, c'est la confusion à l'intérieur du domaine du cyber, c'est-à-dire qu'entre cybercriminalité, où le processus est de venir vous voler, cyberguerre, où le processus est venu de vous détruire, cyberterrorisme, où le processus est extrêmement ciblé,
Cyberespionnage, dont l'objectif est de ne pas se faire prendre pendant qu'on écoute et qu'on aspire tout ce que vous racontez. Cybersurveillance, qui relève à peu près du même niveau que le cyberespionnage, mais pour d'autres motifs. Et on est dans le cyberchaos, parce que nous ne comprenons pas que les processus sont extrêmement différents, les cultures sont extrêmement différentes, même si les opérateurs, et c'est là une des particularités du dispositif, peuvent être les mêmes. 99,9% des opérations relevant de la cybercriminalité ne nécessitent aucune compétence technologique. Aucune. Elles nécessitent juste une bonne capacité à l'escroquerie. Et si parmi les milliards de spams qui arrivent tous les jours, quelqu'un décide de cliquer bêtement sur celui qui propose aux hommes d'augmenter leur appareil reproductif ou de leur faire repousser les cheveux, et aux femmes de faciliter leur processus mammaire, ou d'aider enfin ce beau jeune homme à moitié nu perdu au fin fond de l'Afrique et qui demande juste quelques euros pour revenir et qui viendra évidemment vous rembourser, si possible en nature, dès son retour, et que vous cliquez, le problème en question n'est pas celui de l'intelligence, mais de la gestion de la connerie. Et même si mon chef, Michel Rocard, expliquait qu'en matière de grandes catastrophes et de tragédies administratives, la connerie était plus vraisemblable que le complot, car elle était à la portée de tous et de chacun, alors que le complot nécessitait beaucoup d'intelligence et d'organisation et que c'était très rare, il est très difficile de gérer le problème de la connerie. Le débat qui peut exister aujourd'hui, qui est à peu près le même de celui d'il y a un siècle, sur à quoi servent les masques, à quoi sert le médicament, à quoi sert le vaccin, est-ce que la pandémie existe, et le concept de vérité alternative, c'est-à-dire de fin de la vérité en tant que telle, de la référence de la vérité, c'est-à-dire du principe de réalité, montre à quel point il est très compliqué de se battre contre un espace où on n'arrivera jamais à convaincre qui que ce soit. Mais du coup, il faut s'occuper plutôt de l'émetteur. Et l'émetteur est un cas très intéressant. D'abord parce qu'une partie des émetteurs de l'espace cyber peuvent être des responsables de la sécurité informatique, des ingénieurs informatiques qui ont quelques problématiques importantes dans la vie. D'abord, il faut payer les vacances du petit dernier et ça nécessite quelques moyens. On peut aussi avoir des convictions et devenir un anonymous. On habite dans des endroits où les efforts de conviction des services de l'État peuvent amener mécaniquement à devenir un agent supplétif en question, et évidemment, régulièrement, on a des problématiques personnelles qui peuvent amener à se trouver en situation de mercenariat ou de gentil hacker, expliquant à une entreprise qu'elle a un certain nombre de défaillances majeures, entreprise qui elle-même, là, se trouve face à des problématiques diverses, rappeler ses produits, expliquer qu'elle est vulnérable, ou surtout payer pour le silence coupable de celui qui a indiqué que quand même il y avait un souci. Et le fait qu'il soit payé d'ailleurs ne l'empêchera pas d'ailleurs de revendre à d'autres la défaillance ou la faille qu'il a trouvée, ce qui est un des problèmes majeurs, par exemple, d'un certain nombre de grands opérateurs de services de smartphones faisant semblant de découvrir des failles pourtant identifiées depuis assez longtemps, notamment dans l'affaire dite Pegasus. Donc, on est face à une problématique extrêmement développée qui néglige le plus souvent l'ingénierie sociale et donc la matière qui relève plutôt de mes compétences et qui survalorise la sécurité informatique, sujet sur lequel on est beaucoup moins performant et qui nécessite donc une sainte alliance de la résistance contre les cyber-risques qui nécessite de prendre un peu des deux pour arriver à trouver des solutions adaptées et fiables. Mais ceci n'est malgré tout que la face visible de l'iceberg, car ce qui est le plus important n'est pas là. Ce qui est le plus important se passe ailleurs, dans l'espace deep ou dark du web, celui qui est d'ailleurs le plus important, le plus structuré, le plus développé, mais le moins visible et le moins fashion, le moins joli à voir, où il y a là des enjeux majeurs, d'abord sur la construction même de l'outil Internet, qui est un outil de domination et de souveraineté dans lequel nous n'avons pas trouvé notre place, puisque sur les portes majeures d'Internet, les centres d'échange qui vont, je crois, de A à M, il n'y a toujours pas de lettres
française, c'est-à-dire que nous ne pourrions pas faire fonctionner Internet en mode dégradé, alors que les Russes, les Chinois, les Coréens du Nord, les Vietnamiens, les Iraniens, les Turcs, évidemment les Américains pourraient y arriver. Nous n'avons pas engagé un processus de souveraineté nationale d'Internet, ne serait-ce qu'en mode dégradé. Évidemment, un dispositif intégré est un dispositif intégré. Le fait de passer de tout à rien pose un certain nombre de problèmes et on voit d'ailleurs régulièrement dans des défaillances de réseau considérables qui ne durent certes pas très longtemps mais qui peuvent poser un certain nombre de problèmes, à quel point on n'a pas anticipé la malignité des opérateurs criminels. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette espèce de « mais c'est tellement formidable, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait casser Internet ?» Essentiellement pour des raisons militaires, de souveraineté, de revanche, de vengeance ou de raquette. Et on voit d'ailleurs ces développements de plus en plus importants. Alors, la première fois que la question du cybercrime est apparue, c'était dans un petit document, une revue qui, à mon avis, devait être renéotée et qui doit être précieusement conservée à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. C'était une analyse sur le fait, dans les années 70, que le développement des réseaux informatiques et des interconnexions, notamment dans le domaine bancaire, allait provoquer mécaniquement une explosion de la criminalité informatique, on ne disait pas cyber à l'époque, et qu'il fallait s'y préparer. Il faut être honnête, c'était bien trop tôt. Celui qui l'a écrit mériterait sans doute d'être reconnu aujourd'hui a posteriori. C'est un César pour l'ensemble de son œuvre, à défaut d'en avoir eu un pour un seul film. Mais dans la réalité, tout le monde l'a lu, personne ne l'a cru. Et il a fallu attendre 2015 pour que tout d'un coup, dans un regroupement qui ressemble un peu à l'option que prenait le président Chirac sur le fait que les conneries volaient en escadrille, ou les emmerdes, pardon, volaient en escadrille, tout d'un coup, fin 2015, une série historique d'opérations de cybercriminalité ont été révélées, à la fois des ventes de dizaines de millions de données de cartes de crédit par le réseau de validation des ventes et des achats en Corée du Sud, par un opérateur isolé qui a pompé l'ensemble du fichier et l'a revendu sur le Darknet, pour pas cher d'ailleurs. Une attaque massive contre un très gros opérateur commercial américain de supermarchés, on va dire la fusion entre Carrefour, Monoprix et Leclerc, à peu près en taille, et qui s'est trouvé dans une situation très intéressante, c'est que pendant 6 mois, un malware a enregistré l'ensemble des relations qui existaient entre les cartes de fidélité et les cartes de paiement de l'opérateur en question. Et lorsque la question lui a été posée de savoir si par hasard il n'avait pas un service de sécurité et si par hasard il n'aurait pas pu être un peu plus sensible à la sécurisation des données, la réponse très honnête, mais un peu surprenante, qui a été donnée par la porte-parole du dispositif, a été de dire « Ah si, notre dispositif d'alarme a parfaitement fonctionné. D'ailleurs, il sonnait tout le temps. C'était tellement agaçant que nous l'avons débranché. » Là, il faut reconnaître que de temps en temps, une sorte de brutalité inattendue dans la tentative, non pas d'enfumage, mais d'explication du pourquoi on vient de connaître une défaillance tragique, mérite d'être souligné. Je veux dire, ce moment d'extase en termes de communication restera marqué. Je le donne à mes étudiants régulièrement, d'ailleurs, tellement il est beau. Le communiqué mérite le détour aussi. Il s'est produit ça. Enfin, un opérateur isolé a réussi, au nom d'une des 5 familles de la mafia new-yorkaise, une vraie mafia, à prendre le contrôle des distributeurs autonomes de billets qu'on trouve dans toutes les petites boutiques de New York, et avec des yes cards, c'est-à-dire des fausses cartes de débit, enfin de retrait, a réussi à voler, on estime à 55 millions de dollars en un week-end, puisque les machines se remettent à jour la nuit et pas le week-end, puisqu'il n'y a pas de centralité du réseau carte bancaire et distributeurs de billets, puisqu'ils ne sont pas des distributeurs automatiques de billets, mais des distributeurs autonomes de billets qui sont rechargés par les commerçants eux-mêmes, qui prennent une prime de 3 à 5 dollars sur les transactions. Et le pauvre garçon qui avait organisé cette opération a été retrouvé avec 3 balles
dans la tête au moment où, semble-t-il, la répartition des gains a connu un moment difficile dans la relation entre les partenaires de cette opération. On a vu donc après tout ceci dans un moment très court et subitement tout ce qui avait été prédit, plus ou moins précisément 45 ans avant, s'est déclenché. Et depuis, nous sommes dans un circuit extrêmement développé où les opérateurs sont de plus en plus nombreux, où on peut acheter de plus en plus facilement pour pas cher des logiciels malveillants sur Internet, même quand on est totalement ignare en la matière, et où la capacité à répandre du spam et donc à trouver un nombre relativement faible en pourcentage, mais relativement important en quantité et en prix, en valeur, c'est-à-dire 0,00001%, 0,00018, je crois exactement. Enfin, en tout cas, c'était la dernière fois qu'on a décompté la problématique de gens qui répondaient à des spams et qui pensaient véritablement que cette vieille veuve nigériane qui écrit au nom de Dieu pour vous proposer 15 millions de dollars car elle sait que vraiment vous êtes la personne qu'il faut pour faire le bien dans le monde et que vous y répondez, eh bien, vous faites partie d'une petite minorité, mais à qui ça va coûter extrêmement cher, puisque les process de perte et de vol vont, en fonction de la nature de votre compte en banque et de votre carte de crédit, de 9,99 € seuil de déclenchement, 19,99 € jusqu'à 99,99 € sauf si vous avez une carte Centurion ou Platinum, et où les seuils d'alerte sont évolués, alors que vous-même, vous avez payé le lot de 10 000 numéros de carte pour 50 balles. Ce qui montre la différence qu'il fait entre le high volume et la faible marge, mais les gros dégâts en termes financiers. Et donc, ce processus généralisé a connu un moment particulier avec l'apparition des APT. Les APT, les Advanced Persistent Threat, sont le joli mot pour dire hackers sophistiqués, qui jusqu'à 2019 n'étaient que des représentants des États. N'étaient que des représentants des États. Russes, Chinois, Iraniens, Vietnamiens, il ne faut pas les sous-estimer, Coréens du Nord, bien évidemment, et puis c'était tout. Et donc, même s'ils se faisaient un peu d'argent en les mettant de côté, en se payant sur la bête, tout fonctionnait selon le principe pouce-bouton. J'agis au nom d'une autorité politique supérieure, je commence ou je m'arrête, je ne fais que ce qui m'est autorisé, et je sais très bien que si je dépasse les limites de l'exercice, le retour de flamme peut être suffisamment brutal, voire même totalement définitif. Et puis, depuis 2019, nous avons des APT mercenaires, des purs opérateurs criminels, en réseau, en structuration, en rapprochement, en organisation criminelle à durée temporaire, pas encore en structuration mafieuse au sens historique du terme. Les organisations mafieuses font appel aux mercenaires, mais n'ont pas développé encore, ça arrivera mécaniquement, des capacités d'APT réelles. Et là, les problématiques ont été à la fois la pêche au chalut et la pêche au filet, et la pêche à la ligne, c'est-à-dire des attaques massives où on prend tout ce qui tombe, des hôpitaux, des services de police, des universités, des mairies, et on réclame des rançons qu'on négocie d'ailleurs avec bonne volonté. Ah, vous êtes un hôpital, on va vous faire un rabais. Ce n'est pas gratuit, il ne faut pas rigoler, mais on va vous faire un rabais, ou ah oui, je comprends, voilà. Et des opérations extrêmement sophistiquées sur des cibles extrêmement pointues, y compris des vrais faux cibles avec ce qu'on appelle des vrais faux pavillons, où on se fait passer pour un autre groupe venant d'un autre pays avec d'autres opérations, y compris des ratés officiels. C'est-à-dire on fait semblant d'avoir raté son intrusion pour vérifier exactement quels sont les vrais dispositifs de sécurité, puis en réussir une un peu plus tard, ce qui a été le cas, par exemple, pour un gros opérateur du BTP français, un gros opérateur pétrolier américain, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, on a vu apparaître en quelques années toute la panoplie du risque cyber à laquelle il n'a jamais été répondu que par des problématiques logicielles et informatiques. Et c'est un des grands mystères de la réponse technique et technologique au risque cyber qui s'est limité à mettre des feux rouges et des passages piétons, mais à ne pas imaginer un code de la route. C'est-à-dire que le produit, l'outil et la technique
ont pris le dessus sur le concept et la doctrine. C'est une curiosité et qui d'ailleurs n'est pas totalement isolée d'autres processus, puisque le fétichisme technologique est la maladie congénitale de l'État sécuritaire. Il pense que l'inspecteur Google va réussir à régler le compte de l'imam YouTube. Il l'espère. Et donc, il a 2 oreilles, pas de cerveau, ça ne marche pas. Il décide donc d'avoir 4 oreilles et pas de cerveau, puis 6 oreilles, 8 oreilles, 10 oreilles, 12 oreilles, mais toujours pas de cerveau, parce qu'il ne comprend pas la logique qui veut que derrière un processus technologique, il y a quand même une pensée, une volonté, une détermination et une certaine forme de perversité, et que c'est quand même un des sujets qui permet de traiter non pas des conséquences, mais des causes, pas seulement des outils, mais des modalités, pas seulement des effets, mais de la manière d'interpréter. C'est ce qu'on appelle l'effet Mandrake. Regardez ma main droite, ne regardez pas ma main gauche. C'est un processus bien connu du magicien de foire et du manipulateur de cartes ou de dés ou de mentaliste qui arrive à percuter en fonction de la manière dont on peut imaginer vos réactions, à faire croire qu'il a effectivement un processus magique. Alors, il n'y a pas de tour sans un exercice de tour, sans une méthode de tour, sans un document de tour, et les magiciens sont rares, mais la pensée magique est très fortement répandue. Et c'est d'ailleurs un des enjeux les plus inquiétants et les plus compliqués du sujet. Et donc, entre la structure même du réseau Internet qui nous échappe, l'incapacité que nous avons à le faire fonctionner en mode dégradé, notre volonté, par la fascination qui existe, de le développer parce que nous sommes partagés entre la rapidité et l'urgence d'une communication de plus en plus accélérée et la difficulté que représentent les nouveaux dispositifs de sécurisation qui nous limitent grosso modo à avoir un code avec notre date de naissance ou le nom du chat ou du petit dernier, ce qui évidemment ne nécessite pas d'immenses efforts, un hacker un peu développé pour trouver la solution au problème. Car dans l'intégralité des problématiques Internet, la vulnérabilité, c'est le facteur humain. L'outil en tant que tel est très rarement cassé. Même s'il y a de plus en plus d'opérations dites de force brute qui visent vraiment à briser les défenses sécuritaires du système, pour l'essentiel, les entrées nécessitent surtout le fait de trouver la clé. Et pour trouver la clé, il suffit d'aller voir le propriétaire ou un des possesseurs d'un double et lui demander gentiment de bien vouloir vous la donner, ce qui marche extrêmement bien, puisque nous sommes tous marqués par un certain nombre de biais cognitifs. Moi, j'apprends ça à l'Académie du renseignement sur le thème « Voilà ce que sont nos problématiques cognitives et voilà pourquoi nous réagissons comme nous réagissons ». Et dans ces biais cognitifs, il y en a un qui est tout à fait particulier qui s'appelle la soumission à l'autorité, ce qui explique le charme le plus absolu de la méthode la plus efficace qui ne nécessite aucune autre compétence que la persuasion, qui est la fraude au président. La France est un des rares pays où quand le président que vous n'avez jamais rencontré vous appelle et vous téléphone vous appelle par votre petit nom, la plupart des gens se lèvent de leur bureau comme s'il était présent devant lui, défèrent à ses instructions, surtout quand il explique qu'il faut lui rendre un service personnel et virer pour une opération tout à fait secrète dont vous êtes le seul à être informé, dont surtout vous ne devez parler à personne, surtout vos supérieurs, cassant totalement la chaîne hiérarchique, faire envoyer 10, 100 000, 50 000, 3 millions, bref, il y a toutes les sommes, hein, y compris avec des trucs plus sophistiqués, un faux président, un faux ministre de la Défense, un faux prince venu des Émirats, bref, tout ce qui permet de détourner beaucoup d'argent dans un espace virtuel. Et comme si tout ça ne suffisait pas, nous sommes entrés dans la construction de la plus grande chaîne de Ponzi de l'histoire. Les monnaies, les cybermonnaies ou les crypto-monnaies. Ça, je dois dire que se prosterner devant un truc qui a réussi dans le même nom à mettre bit et con, ce qui n'est pas donné à tout le monde, je ne parle pas là des nouvelles versions, le Dodge ou les autres. D'ailleurs, je pense qu'on devrait lancer le Monopocon, c'est la version Monopoly, qui lui donnera enfin une valeur qui pour nous est relative et limitée au jeu, mais pour la plupart des gens devient une valeur spéculative. Et j'attends le moment où ces dizaines de milliers de milliards de dollars basés sur rien,
Rien. Je veux dire, même la crise de 2008, il y avait vaguement un petit bout de truc qui valait quelque chose dans l'immobilier, dans les agrégats de dérivés de fonds basés sur pas grand-chose. Il y avait un petit quelque chose. C'était un des principes du jeu. Faire croire qu'il y a un petit quelque chose. Il y a un petit peu d'or dans votre billet de banque. Parce qu'on croit qu'il y a encore un petit peu d'or dans le billet de banque. Mais on est là entré dans un univers où la déstructuration généralisée de la finance mondiale va être accélérée par un processus qui a commencé sous Bill Clinton et qui n'a fait que s'accélérer depuis, c'est-à-dire la dématérialisation totale de la valeur de la production de monnaie, puisque depuis une vingtaine d'années, nous ne produisons plus que de la vraie fausse monnaie. C'est-à-dire que les banques centrales émettent de la monnaie, rachètent de la dette qu'elles installent à leur bilan en leur donnant la valeur de bilan dont elles ont envie, sans émettre à aucun moment, sans se poser à aucun moment le problème de la valorisation réelle de cela. Et quand, après 2008, la valeur de la monnaie virtuelle a dépassé la valeur réelle du patrimoine brick and mortar qui correspondait à la production antérieure de monnaie, de moins en moins, mais encore un peu, et ben on est entré dans cette espèce d'univers merveilleux où tous les jours, 40 000 ou 50 000 milliards de dollars, ça a beaucoup progressé depuis la crise par le quoi qu'il en coûte, qui veut dire, quel que soit le nombre de billets que je vais continuer à émettre dans ma banque centrale, la Fed ou la BCE pour l'essentiel, eh bien, c'est un processus où il y a 50 000 milliards de dollars qui se réveillent tous les matins dans le offshore et qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur journée. Et donc, pour l'essentiel, le but du jeu est de ne pas perdre de l'argent, ce qui explique des mouvements parfois extrêmement brutaux sur la valeur d'échange, sur les enjeux d'équilibre financier, sur les processus d'équilibrage entre dollar et euro, l'euro ayant définitivement renoncé à remplacer le dollar, mais le yuan et les autres pays fortement exportateurs de matières premières d'un côté ou de production industrielle ou de matières rares de l'autre sont prêts à inventer des monnaies de substitution. Et ça n'est pas pour rien que la Chine interdit non seulement l'usage, mais aussi le minage des crypto-monnaies ou reprend le contrôle de ces GAFA qui ont leur nom chinois. Et ce processus-là de reprise du contrôle par l'État de l'espace cyber n'est pas anodin. Ce n'est pas seulement une problématique de censure de la communication, c'est une reprise de contrôle de l'ensemble de l'outil selon une théorie de souveraineté nationale et sécuritaire où, comme souvent, les Chinois nous disent exactement ce qu'ils sont en train de faire et que nous faisons tous les efforts possibles pour ne pas comprendre ce qu'ils nous disent, ni ce qu'ils font. Comme si nous allions échapper à la problématique de qui exerce vraiment la souveraineté nationale dans l'espace occidental, les GAFA ou les États. Il y a toujours un moment où la réponse est assez simple, c'est que les monopoles rencontrent ce qui reste de l'État, c'est-à-dire une volonté de survivre qui passe par des opérations autoritaires et sécuritaires, parce que l'État, il a encore le moyen d'aller chercher des gens et de les mettre en prison. Et ce sujet-là, quand on a la force d'un État, c'est-à-dire la force de l'État chinois, qui est un empire, parce que nous vivons le réveil des empires, nous faisons comme si nous ne le voyions pas, mais ils sont là. L'empire russe est dans la même situation, l'empire ottoman qu'on appelle Turquie, l'empire perse qu'on appelle Iran, tout ça est revenu. Je dis souvent que c'est la revanche, voire la vengeance de l'histoire et de la géographie. Depuis que nous avons ouvert le réfrigérateur yougoslave et laissé la Yougoslavie exploser en petits morceaux en créant une guerre civile, une guerre de religion et une guerre géostratégique au cœur de l'Europe. On avait déjà l'Irlande, maintenant on a l'Écosse, la Catalogne et le reste. Eh bien, nous sommes en train d'assister à un lent dépérissement des États centraux et une confrontation réelle entre l'univers de la monnaie qui est au cœur du régalien. Je rappelle que le vrai régalien, c'est la défense des institutions, 1, la défense des frontières, 2, la défense de la monnaie, 3. C'est comme ça depuis Philippe Auguste et c'est comme ça partout dans le monde. Mais nous sommes ceux qui laissons dépérir les éléments centraux du régalien. Nous défendons toujours les institutions, ça marche encore. Les frontières, la question a été résolue il y a quelques années déjà. La monnaie, cette question est doublement résolue.
il nous reste pas grand-chose, en fait, puisqu'on a d'autres problématiques. Donc, on sent bien que cette difficulté, c'est que derrière la problématique générale du cyber, derrière la confusion, derrière le chaos, il y a aussi un problème majeur d'existence politique et de survie politique des États qui va amener à une crispation d'une part et à une confrontation de l'autre, où les États les plus puissants vont affirmer leur autorité, les États les plus mous vont être dans une logique de réaction brutale au dernier moment, où là, ça se jouera comme toujours au dernier moment. La France est un pays plutôt diesel qui met un temps relativement important à mettre en marche le moteur, se réveille, essaye de rattraper son retard, puis s'assoupit parce que ça nous a quand même beaucoup fatigués. Mais on voit bien dans les problématiques des autres pays et des grandes puissances, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, alors je mets le Brésil de côté parce que c'est un pays un peu compliqué, à quel point nous sommes face aujourd'hui à des enjeux majeurs où l'élément essentiel va être, au-delà du cyber, ce qu'on appelle l'IA à tort. Elle est très artificielle, mais elle n'est pas très intelligente, et surtout le quantique, c'est-à-dire le moment de la bascule. Or, il s'est produit un événement. L'événement, c'est que pour la première fois, depuis très longtemps, les Chinois ont devancé les Américains, non pas en copiant ou en volant ou en espionnant, mais en inventant chez Huawei un processus 5G qui a dépassé les compétences technologiques des Européens, des Américains, et pour la première fois, ils n'ont pas de solution interne. Alors, ils se sont réveillés, ils contournent par la 5G Lite et puis par la 6G à venir le retard qui est le leur. Ils sont obligés de donner la main en matière technologique, en matière d'investissement financier à toute une série d'autres personnes. La précipitation pose des problèmes de sécurité absolument majeurs. Le problème, c'est que la sécurité, ça ralentit, alors que le processus-là est un processus d'accélération. Et donc, le compromis qui existe entre sécurité et accélération, entre 6G et sécurisation des données, entre garantie de protection des données personnelles, pose un problème majeur dans la construction exacte du financement des GAFAM, qui sont d'ailleurs mal présentés, puisque à l'intérieur de ces opérateurs, vous avez des gens qui vendent rien en vous faisant croire que c'est gratuit et qui vous revendent vos propres données ultérieurement sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire Google ou Facebook. Et puis, vous avez des opérateurs qui sont des opérateurs commerciaux classiques qui vendent des produits et des services avec des vrais clients qui ne font pas semblant de laisser croire que c'est gratuit et qui sont Amazon ou Apple, en dehors de leurs activités de conglomérat. Et donc, derrière ces problématiques, il y a un souci qui va être la confrontation majeure entre des opérateurs industriels ayant des activités de service et des opérateurs qui sont mécaniquement des organisateurs d'une escroquerie aux produits et aux services parce que la gratuité n'existe pas dans ce dispositif et que la confrontation va être majeure. Et vous avez depuis quelques jours, à la fois dans le procès contre Apple, la démonstration de la mise en place d'un monopole illégal sur la gestion de ces applications et du mode de paiement de ces applications et de prélèvement indu d'un racket organisé. En tout cas, c'est la manière dont le magistrat concerné semble avoir interprété la politique d'Apple qui va être obligé d'en sortir. Et puis, vous avez des révélations sur la manière dont Facebook sait très exactement tout ce qui se passe chez eux et à quel point ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour ne pas corriger des erreurs qui mettent en cause la sécurisation, la privatisation, la garantie de protection des données, contournant le sujet, noyant les problématiques dans autre chose, mais évidemment gardant des traces écrites que quelqu'un a réussi à piller selon un principe dit l'effet Snowden, c'est-à-dire que quand on écoute le monde entier, on ne se rend pas compte de quand on est écouté soi-même et qu'on a à l'intérieur un opérateur qui est en train de faire la démonstration de ce que vous êtes en train de faire, y compris contre vos propres alliés, en qui vous ne faites aucune confiance et dont vous avez compris qu'ils étaient d'abord des concurrents en matière économique, même s'ils pouvaient être des partenaires en matière géostratégique. Donc, toute cette problématique-là montre que nous sommes au bord d'une implosion politico-industrielle et
sécuritaro-technique ou technologique de l'espace cyber dans toutes ses composantes, sauf que désormais, dans les concurrents, il y a les États. L'État chinois a démontré à Huawei, à Alibaba et quelques autres qui étaient le maître, et chacun a bien compris, parce que l'idée de finir au goulag chinois, au laogai, n'amuse personne, et chacun est extrêmement compréhensif sur le fait que ça peut arriver. L'État central russe fait à peu près la même chose en étant, lui, beaucoup plus offensif en termes de cyberattaques, de manipulation de l'information, qui ont montré leurs effets sur le Brexit ou au moment de l'élection du président Trump. Alors, ils n'ont pas fait l'élection du président Trump, ils ont facilité la destruction de son adversaire. Et puis, des problématiques qui concernent la mollesse, la faiblesse et l'incapacité à la projection des États centraux européens qui sont toujours dans l'idée merveilleuse que ça ne va pas arriver, virgule, ça ne va pas vous arriver, donc on ne va pas se préparer, car si on se préparait, ça pourrait attirer l'attention. Ce qui explique le temps qu'il faut pour passer d'une idée à sa mise en réalisation dans un monstre à son extrêmement froid et donc extrêmement lent, qu'est l'État central français, qui considère toujours avec beaucoup d'inquiétude toute évolution technologique qui pourrait accélérer des processus, établir des processus de contrôle, rétablir des dispositifs je dirais, d'égalité et de protection du citoyen contre l'État et du coup contre des opérateurs extérieurs. C'est cela la réalité du processus, et ce processus est extraordinairement cyber-chaotique puisque la plupart des outils étatiques de la NSA sont désormais disponibles dans le secteur privé. Chacun peut acheter son petit échelon, son petit prisme, son petit carnivore et se faire son petit WannaCry pour faire ou NotPetya ou n'importe quoi d'autre. Et on sent bien d'ailleurs dans l'incapacité des services de l'État devant la masse des opérations menées, alors cette fois depuis octobre et novembre 2020, à quel point eh bien, la plupart des opérateurs payent la rançon plutôt que d'attendre qu'un jour leurs ordinateurs soient débloqués, ou surtout par la trouille qu'on vende les données qui ont été prélevées avant d'être recryptées et sur lesquelles il y a une menace de diffusion large, c'est-à-dire un double effet criminel sur un, il faut payer pour récupérer vos bases de données, et deux, il faut surtout payer pour éviter que la concurrence en dispose, notamment vos échanges de courriels, la manière dont vous avez amélioré vos positions commerciales dans un pays étranger, ce qui pourrait ressembler à de la corruption, mais nous n'oserons pas utiliser le mot, ou ce que vous dites à vos clients et l'inverse que vous vous racontez en interne, les méthodes commerciales douteuses qui sont les vôtres, bref, tout ce qui s'étale tous les jours et de plus en plus, et qui provoque là des réactions non seulement de contrôle parlementaire, mais aussi des procédures judiciaires qui peuvent coûter très cher, y compris dans des pays où une partie des opérateurs pensaient qu'ils étaient protégés ou inexpugnables, ce qui est le cas par exemple des Émirats arabes unis ou de Dubaï, comme on a pu le voir, parce qu'eux-mêmes considèrent que c'est fini le fait de ressembler à un sanctuaire pour criminels et blanchisseurs. Et donc tous ces processus-là sont en train de se cranter dans une relation qui va évidemment énormément peser sur l'équilibre des relations internationales, les nouvelles postures et surtout le processus de confrontation entre grandes puissances et particulièrement avec l'appel d'air du désastre afghan de l'armée des États-Unis, mais aussi de l'OTAN, qui après 3 désastres anglais, un désastre russe, vient de démontrer la capacité de toute une série d'opérateurs qui pensaient qu'ils étaient réduits à croire qu'ils pourraient gagner. Et ça, cet appel d'air, il est tout à fait considérable et il compte autant dans le domaine physique que dans le domaine virtuel. L'idée que les États ne sont plus en situation de protéger et vaincre est aujourd'hui une réalité et elle se répand de manière exponentielle, à la fois du fait des complicités vis-à-vis des mercenaires d'États qui disent, bon, bah, vous leur pillez, il n'y a pas de problème, peut-être même qu'on pourrait prendre une petite commission, mais vous êtes à notre disposition pour les choses sérieuses, et la très grande difficulté dans la relation glaive et bouclier des États pour protéger leurs dispositifs, leurs ressortissants et surtout leurs architectures et leurs réseaux.
Et nous ne sommes qu'au début d'une lente, profonde et structurée dégradation qui va de la PME à la très grande entreprise, à l'administration centrale, à la grande ville, à l'état civil, voyez, Marseille, Angers, BTP, dont je ne donnerai pas le nom, services de télévision, réseau téléphonique. Tout ceci ne sont que des expérimentations en vue du jour où il va falloir vraiment y aller et demander une énorme rançon. En contrepartie, quand un État s'énerve vraiment et qu'il explique à un autre État qu'on a fini de rigoler et que désormais toute opération cyber majeure sera considérée comme une alerte et entrera dans le processus de défense comme une alerte nucléaire selon les mêmes logiques, et que d'ailleurs le nombre de niveaux d'alerte va passer de 5 à 3 dans une réunion de cybercom militaire, tout le monde commence à revoir le sujet, et tout d'un coup, un cybergang extrêmement développé disparaît, d'autres rendent l'argent afin d'éviter une élimination physique qui n'est pas seulement une menace en l'air. Bref, on entre dans un débat où on revient aux fondamentaux de la puissance, c'est-à-dire je vais te faire la peau. Et si je le dis, c'est que je le pense, et comme je l'ai déjà fait, ce que je dis est crédible. Donc ce processus général-là, il est celui qui est au cœur de la cybercriminologie, c'est-à-dire la criminologie appliquée à la lutte contre l'ensemble des menaces cyber, militaires et civiles, criminels et hacking. Alors je mets les Anonymous de côté parce que je leur trouve un côté sympathique et amusant dès lors qu'on est dans la défense de valeurs, même s'il y a des limites à l'exercice. Mais il faut savoir que tous les jours, il y a plusieurs dizaines de milliers d'attaques, qu'une partie d'entre elles réussissent, et que les coûts pour l'économie française, européenne et mondiale se chiffrent en milliards. Ce qui amène d'ailleurs, puisqu'il m'arrive d'intervenir régulièrement chez des grands opérateurs d'assureurs ou des grands courtiers à taille mondiale, à considérer avec intérêt la manière dont ces affaires sont traitées. D'abord parce que l'actuariat a beaucoup changé. Il y a beaucoup d'activités qui relèvent beaucoup moins du dommage que de l'assurance vie. On est plus dans une logique d'investissement que dans une logique de calcul de la relation entre la prime, le dommage et la franchise. Ce qui pèse beaucoup, par exemple, dans la connaissance des phénomènes criminels. L'assureur pèse énormément dans la déclaration parce qu'il impose la prise de la plainte, et dans la non-déclaration quand la somme perdue va au-delà de la franchise, parce que personne ne va perdre 3 heures pour aller dans un commissariat pour ne pas se faire rembourser. Donc, il y a une importance dans le rôle de l'assureur, dans la connaissance et la méconnaissance des faits. Mais surtout, l'assureur se pose des problèmes pour savoir comment on assure un véhicule qui a été volé sans effraction par prise de contrôle sans agression et sans effraction du dispositif d'ouverture. Comment on gère un véhicule autonome dont on ne sait pas très bien, d'ailleurs, comment on prendra en compte les responsabilités dans un process où, à la différence d'un individu, le véhicule autonome ne peut pas se suicider. Et surtout, il ne peut pas décider de tuer son chauffeur, comme étant l'élément le plus logique eu égard au dommage qu'il peut exercer. Vous savez, c'est le principe du tramway. Je suis aux commandes d'un tramway devenu fou, j'ai le droit entre aller à gauche et aller à droite, mais je ne peux pas l'arrêter. Alors, à gauche, il y a un couple de personnes âgées proches de la retraite, et à droite, un groupe de jeunes enfants. 90% des gens choisissent les personnes âgées. Il y a quand même 10% qui choisissent les enfants. Vous pouvez noter qu'il y a quand même une résilience sur papy-mamie. De l'autre côté, ce n'est pas des personnes âgées, c'est votre grand-père et votre grand-mère. Changement des écarts. On préfère tuer les enfants des autres. Et donc, vous rajoutez des petits éléments en la matière, et vous trouvez que dans le processus humain de la décision, il n'y en a pas beaucoup, sauf l'auto-suicide au volant du tramway, en se disant c'est peut-être un moyen de ne pas avoir à trancher et de ne pas avoir à gérer ses affaires. Dans l'ensemble des véhicules autonomes qui vont donc poser des problèmes majeurs, à la fois de responsabilité et de sécurité, de tests, bientôt un bus, bientôt un avion, bientôt un train,
On sent bien, des trains automatiques, il y en a déjà en forme de métro, mais pas encore en TGV. On sent bien qu'on est face à des problématiques tout à fait nouvelles sur lesquelles toute la grille de la responsabilité va devoir changer et elle ne pourra pas être mécaniquement actuariale, faute de passé. Or, le problème général de l'actuariat, c'est qu'il fonctionne de manière probabiliste, mais pas du tout prédictif, qu'il n'y a d'ailleurs pas de science prédictive pour l'instant. Peut-être y en aura-t-il une quand le quantique aura pris le dessus, mais on est bien face à une révolution qu'il va falloir aussi accompagner dans le domaine de l'assurance et dans le domaine de l'actuariat, sujet qui préoccupe énormément les assureurs. Et puis d'un autre côté, sur l'assurance vie, qui est en fait pas de l'assurance, mais une sorte je sais pas, de réserve monétaire qu'on fait pour soi-même avec le secret espoir que l'investissement marchera, et bien là, le risque d'un crash monétaire considérable sur des cocktails de dérivés de fonds basés sur pas grand-chose pose des problèmes d'une autre capacité à 2008. Et l'arrivée de fonds en Bitcoin ou équivalent en Ethereum, en ce qu'on veut, va amener à se reposer des problèmes majeurs de quelle garantie on accorde à des investissements basés sur une monnaie qui n'en est pas une et qui n'est qu'un gigantesque Ponzi, le plus grand Ponzi des Ponzi qu'on ait inventé jusqu'à présent. Tout ceci explique à quel point la question cyber doit être prise sous des prismes qui dépassent, ne suppriment pas, dépassent la question simple et seule de la sécurité informatique. Et pour conclure cette trop longue péroraison, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, non, les horaires sont corrects, je voulais juste rajouter que souvent, on considère les criminologues comme des prophètes de mauvais augure, comme des gens qui lisent trop de science-fiction ou qui sont trop dans le roman. Voilà. Je voulais juste dire que depuis que j'exerce ce métier, c'est-à-dire auprès de l'État depuis une quarantaine d'années désormais et au conservatoire et autres établissements depuis une vingtaine, j'ai toujours constaté qu'après une grande catastrophe, il y avait toujours une commission d'enquête, plus ou moins publique, plus ou moins officielle, plus ou moins publiante, mais dont les résultats, quelle que soit la langue utilisée, étaient toujours les mêmes. Un, avant la catastrophe, on savait tout ou presque. Deux, pour de mystérieuses raisons, on n'a pas compris ce qu'on savait. Les Américains appellent ça « we did not connect the dots », ce qui est assez joli. On n'a pas connecté les points. Trois, ça serait bien que ça ne se reproduise pas. Et évidemment, la commission d'enquête suivante revient sur la catastrophe suivante où on découvre que oui, on savait qu'à Fukushima, il y avait des tremblements de terre et un risque de tsunami. Oui, on savait que le 11 septembre, des gens avaient décidé d'apprendre à piloter au décollage, mais pas à l'atterrissage, et qui préparaient un attentat. Et par exemple, en retour du World Trade Center, que par ailleurs, ils avaient déjà fait la même tentative Bojinka, que nous avions connue en France. Nous avons inventé le concept du terrorisme, on a tout expérimenté, puis tout exporté. Une tentative qui était celle de l'Airbus Alger-Paris, dont l'objectif était de s'écraser entre le couloir de la chimie et la ville de Paris, mais qu'on avait tout oublié. Et ce qui est terrifiant, c'est ça, c'est qu'en matière criminelle ou terroriste, et en matière cyber comme le reste, ce qui est nouveau est d'abord ce que nous avons oublié. Notre principal ennemi n'est pas la connaissance, mais l'amnésie, la capacité à passer de la collecte de l'information à une analyse de l'information qui permet d'anticiper des processus diagnostiques, pronostiques, thérapeutiques. Et donc, nous avons un immense besoin d'agir en matière de diagnostic pour réussir des processus pronostiques de protection, de défense, d'anticipation, des opérations proactives et pas seulement réactives. Enfin, je termine donc en citant notre maître à tous chez nous, Sherlock Holmes, qui n'est pas un collègue du conservatoire, et ce que je regrette, parce qu'au moins on aurait pu s'amuser un peu, sans les produits, je précise, qui expliquait qu'une fois l'impossible supprimé, ce qui reste, même invraisemblable, doit être la vérité. Nous avons trop pris l'habitude de penser que ce qui était invraisemblable était impossible, alors même que l'histoire nous démontre que ça a déjà eu lieu et que nous l'avons oublié, ce qui explique pourquoi la question cyber doit être aujourd'hui traitée à fond dans ces deux dimensions, ingénierie sociale, ingénierie technologique, ensemble, afin d'éviter de se faire toujours prendre à revers
et de passer gentiment de Azincourt, où on n'a pas imaginé que la tactique allait changer sans aucun effort stratégique, Waterloo, où on arrive trop tard, Maginot, où j'ai déjà expliqué que le but n'est pas d'imaginer ce que l'adversaire va faire, mais d'anticiper ce qu'il va faire, ce qui est de nature à nous éviter bien des déconvenues à venir. Voilà ce que je voulais vous indiquer en préalable et en espérant avoir répondu à la commande initiale de Florence, qui pourra du coup me dire très exactement si elle a été satisfaite et tous les présents également. Et je suis à votre disposition pour des questions dans le temps qui nous reste. Merci beaucoup, Alain. C'était tout à fait, ça répond par des questions encore plus importantes que celles qu'on avait avant, mais extrêmement intéressantes. Je vais quand même peut-être passer la parole à Olivier, parce que bon, moi j'ai tout un tas de questions et on en a eu dans le chat, mais je pense que Olivier va attaquer par les premières questions et puis je verrai s'il reste un peu de temps, si je pourrais poser les miennes. Vas-y, Olivier. Oui, alors, bonjour à tous et merci pour cet exposé très riche. Alors, je l'ai passé aussi à regarder un petit peu le chat et je vais essayer de me faire le relais d'un certain nombre de questions tout d'abord. Il y a une première question que vous avez déjà un petit peu abordée, qui concerne le niveau de conscience actuel des décideurs publics et privés sur le risque cyber, comment vous le jugez. Et je vais rajouter une autre question pour prolonger. Vous avez mentionné le fait qu'on n'avait pas la possibilité en France de faire fonctionner Internet en mode dégradé, contrairement à d'autres pays. Vous avez cité l'Iran ou la Russie. Comment on explique cela? Est-ce que c'est simplement une forme de naïveté? Est-ce qu'on se sent en sécurité? Ou est-ce que c'est aussi lié à quelque chose qui est lié à la liberté d'expression, puis au contrôle de cette liberté d'expression, puisqu'on parle de régimes comme la Russie et l'Iran qui peuvent avoir ce type de problématiques? Alors, il y a plusieurs explications. Elles relèvent à peu près du même niveau d'hypnotisation que le fait d'exporter toutes nos productions de médicaments, de liquider nos stocks de masques, de liquider nos dispositifs qui étaient totalement prêts et opérationnels pour le H1N1 et qui ont disparu en moins de 10 ans, selon une logique assez étonnante qui est « ça ne nous est pas arrivé, donc ça ne nous arrivera plus ». Deuxièmement, par la fascination de la globalisation. Après tout, on allait tous échanger des biens et des services, il n'y avait plus de question de souveraineté. Les Chinois et les Indiens allaient nous vendre des médocs pas chers, on allait leur vendre des avions, la vie était belle et il n'y avait plus de logique territoriale, de problématiques de souveraineté. On en restait à la dissuasion nucléaire répond à tout. Vous noterez d'ailleurs que dans la même logique, le 11 septembre a démontré l'inanité totale de la dissuasion nucléaire pour protéger la souveraineté du plus grand État militaire disposant du plus gros budget militaire et des plus gros moyens. Jusqu'à présent, personne n'a nucléarisé l'Afghanistan. Et donc, ça ne sert pas à tout. Et donc, si ça ne sert pas à tout, eh bien, on a un problème de doctrine structurelle sur pourquoi. Pendant des années, on a décidé de détruire notre armée de terre, détruire, liquider, éliminer, parce que Bercy avait trouvé que c'était sympa de ne pas payer pour des militaires. Et puis, un beau matin, 11 septembre, 13 novembre, Sentinelle, Vigipirate, machin, il faudrait quand même qu'on en recrute des militaires. Et ça n'a aucun effet d'ailleurs sur l'antiterrorisme, mais c'est un processus de redécouverte que l'armée sert à quelque chose, ou la police. On liquide 12 000 postes, qu'est-ce qu'on fait depuis? On en recrute 12 000. Est-ce qu'il y a une doctrine? Non. Le process, il est simplement l'aveuglement. Quand je vais à l'école militaire, j'ai en général un moment assez douloureux avec les chefs d'état-major des armées. Parce qu'en général, il y a toujours un moment où on invite un emmerdeur de mon genre pour faire un truc qui motive un peu les futurs jeunes cadres que j'aurai d'ailleurs comme étudiant un peu plus tard. Et donc, en général, j'ai droit à la surprise stratégique.
Alors, pendant longtemps, j'ai cru à cette fable. J'ai dit, c'est vrai, la surprise stratégique, quand même. Voilà. Puis ensuite, j'ai décidé d'étudier l'histoire militaire. Et alors, après une longue recherche, j'ai découvert que la surprise stratégique tenait sur les doigts d'une main. La baliste, l'arbalète, la baliste, enfin, les trucs qui envoyaient des flèches loin, donc qui ont changé la distance, des flèches ou des morceaux de cailloux. Le feu grégeois, un truc qui ressemble à du pétrole et qui brûle et qui fait brûler les vaisseaux ennemis et par ailleurs les habitations à l'intérieur des fortifications, ce qui crée un incendie, ce qui est un peu compliqué. La poudre, ça fait boum. Et donc là, ça change la nature de truc, surtout quand on arrive à mélanger poudre, projection, feu et explosion. Mais ça, c'est un événement en tant que tel. Et l'arme nucléaire. Et puis après, j'ai été un peu ennuyé. Alors j'ai pris, je n'ai pas été très gentil, j'ai pris les défaites françaises. Je reconnais, ce n'est pas gentil. Azincourt, formidable Azincourt. Donc, une chevalerie lourdement harnachée dans un endroit boueux parce qu'il pleut comme 300 jours par an à Azincourt, se fait déchiqueter par des archers anglais qui ont des arcs et des flèches et qui décident, contrairement aux usages, de ne pas attendre que les nobles leur tapent sur la tête avec leurs glaives pour résister, mais qu'on décide de se les faire avant parce que leurs chevaux n'allaient pas vite. C'est un changement tactique, il n'y a aucun changement stratégique, il n'y a aucune nouvelle arme, rien ne s'est produit d'extraordinaire. Maginot, on construit une ligne, c'est comme la muraille de Chine. J'adore quand les financiers m'expliquent qu'ils vont faire une muraille de Chine. Je rappelle que la muraille de Chine n'a empêché aucune invasion dans l'histoire de la Chine. Aucune. Ça a mobilisé des centaines de milliers d'hommes pour rien. C'est plutôt un dispositif qui vise à fixer un bornage qu'à protéger d'une invasion. Et d'ailleurs, les divers empereurs chinois, remplacés systématiquement par d'autres, les Mandchous, les Mongols et les autres, pourraient vous en parler en long, en large et en travers. Waterloo, là, c'est la faute à pas de chance, c'est-à-dire, comme le disait MacArthur, il n'y a qu'un seul moyen de perdre une guerre, c'est trop tard, arriver trop tard, c'est trop tard. Dien Bien Phu s'enfermer dans une cuvette et attendre que ça arrive, comme si mécaniquement des forces de guérilla ne pouvaient pas gagner contre une armée quand elle n'est pas chez elle. Exemple afghan à la puissance 52. Donc, on n'a pas de capacité à admettre qu'on peut apprendre de l'histoire et éviter de reproduire de manière systématique et en bégayant les mêmes erreurs. Et je trouve que l'exemple afghan est formidable. Winston Churchill, que je recommande à chacun de lire, en 1898, explique pourquoi il ne faut pas mettre les pieds en Afghanistan. Les Anglais se sont fait déchiqueter 3 fois. La même chose. Pourtant, on recommence imperturbablement selon la logique de cette fois-ci, on va y arriver, en refaisant la même chose. Et donc, c'est toute la problématique. Jacques Chirac, quand il intervient aux États-Unis après le 11 septembre, qui se déplace, organise une réunion préparatoire avec l'équipe du président Bush. Et il dit, grosso modo, bon, vous voulez vous venger, je comprends, ce qui vous est arrivé est insupportable, donc, vous voulez vous venger, vengez-vous. Vous voulez les bombarder, bombardez-les. Vous voulez les déchiqueter, déchiquetez-les. Mais n'y allez pas. Si vous y allez, n'y restez pas. Parce que si vous y restez, vous n'en partirez pas. Mécaniquement, ça ne se termine que par un désastre ou une défaite. Donc, toutes ces problématiques-là sont celles de notre incapacité à voir la réalité. En fait, le processus français, c'est un triptyque qui s'appelle négation, minoration, éjection. Ça marche pour tout. 1, c'est pas vrai. 2, c'est pas grave. Et 3, c'est pas de ma faute. Et alors, évidemment, quand vous êtes en situation d'exercice du pouvoir privé ou public, et que vous dites à quelqu'un que ce qu'il vit n'est pas vrai, qu'en plus, ce n'est pas grave, et que de toute façon, ce n'est pas de votre faute, il en change. C'est exactement la même problématique. Et malheureusement, c'est très développé dans les entreprises. Moi, quand on me fait venir dans une entreprise soumise à une attaque criminelle ou terroriste ou un racket, etc., c'est jamais avant. Jamais. Avant, on m'invite à faire une conférence, on me remercie chaleureusement pour la conférence, on m'offre des cacahuètes et un jus de fruits, et puis ça s'arrête là. Je veux dire, la seule chose qu'on ait inventée intelligemment, d'ailleurs avec un assureur, puisque au CNAM, nous avons une chaire Nouveau Risque qui est financée par l'assureur Allianz, qui a décidé que ça serait bien d'anticiper les risques plutôt que les subir. Enfin, c'est inédit. Ça ne m'était jamais arrivé depuis que je suis en fonction, ni dans l'appareil d'État,
ni dans le secteur privé. Après une catastrophe, quand on vient en sauvetage, on vous garde des fois que ça se reproduise, et encore pas toujours, mais avant, jamais, parce que, un, ça ne peut pas arriver, deux, ça ne peut pas nous arriver. Donc, ni préparation, ni prévention, ni simulation. Alors, par contre, panique générale quand ça arrive. Et c'est une maladie, alors pas française, il faut reconnaître de ce point de vue-là, on n'est pas plus mal lotis que les autres, mais par contre, c'est plus profond chez nous. Parce que les Américains ne vous disent pas c'est pas vrai, c'est pas grave, ça va pas vous aider, ils vous disent c'est trop cher. Ce qui est quand même plus facile à gérer. Vous voyez, on est plus dans le bean counting que dans le débat culturel. Alors, je vais enchaîner avec une autre question qui n'est pas arrivée dans l'ordre chronologique, mais qui est liée sur ces questions d'Internet en mode dégradé. La question de savoir si il existe chez nous une notion de plan de continuité d'activité, un accord éventuel avec l'OTAN en cas de souci. Et dans cet esprit-là également, parmi les autres questions qui avaient été posées auparavant, se pose la question de savoir s'il existe des alternatives à accepter un contrôle étatique fort dans ces questions de sécurité, étant donné à quel point la menace est grande et à quel point elle peut être déclenchée par en fait, un certain nombre de faiblesses humaines. Alors, d'abord, il y a toujours des alternatives. Le code de la route n'empêche pas de circuler. Il vous empêche d'arriver vivant dans une confrontation où vous allez avoir des vélos, des motos, des piétons et d'autres véhicules. Donc, il faut bien considérer que la liberté absolue est le règne de la loi de la jungle et que la réglementation est un élément de liberté régulée qui nous permet à peu près de cohabiter ensemble. Alors après, il y a des limites à l'exercice. Les limites à l'exercice, c'est que justement, quand l'État est purement réactif et qu'il n'anticipe rien, il réagit violemment et de manière excessive, ce qui est très souvent le cas d'ailleurs en matière de réglementation. Je veux dire, je participe régulièrement à la production de la législation antiterroriste et je suis fasciné par des réponses bureaucratiques, arrogantes, suffisantes et méprisantes, d'énarques qui n'ont qu'une vision du bureau du coin, des dures réalités du terrain et de désarroi profond des pauvres policiers, gendarmes et agents des services de renseignement se demandant qui les dirige, parce qu'un petit peu de compétence ne fait pas de mal. Donc voilà, et en la matière, on n'est pas obligé d'être attentatoire aux libertés tout le temps pour tout, puisque en fait, trop d'informations tue l'information et ne permet pas l'analyse. On n'a jamais eu autant de collecte, on n'a jamais été aussi mauvais pour l'analyse. On a un petit souci, enfin, on fait beaucoup mieux depuis 2016, mais on était tombé très bas dans la capacité réactive. Donc oui, on peut trouver des solutions qui ne passent pas par la suppression totale des libertés. Moi, par exemple, je pense plus à la conviction qu'à la contrainte en matière sanitaire, par exemple. Je pense qu'il faut convaincre les gens et que pour les convaincre, il faut éviter de leur mentir. Donc de se dissoudre dans le péché originel du « les masques ne servent à rien », qui font que quand on a dit ça une fois, il est assez compliqué d'être crédible sur quoi que ce soit d'autre. Sauf si on s'est excusé en disant c'était pour la bonne cause, je voulais sauver les masques pour les… Voilà, ça s'appelle la rédemption. Vous noterez qu'ils ont le plus grand mal à réussir cette opération. Voilà. Mentir est une sorte de process pathologique, s'excuser est une sorte d'interdit psychologique. C'est très étrange parce que le seul moyen de regagner de la confiance, c'est quand tu changes d'avis, tu dis que tu changes d'avis. Parce que les événements font que tu changes d'avis. Voilà, pointe à la ligne, tout le monde comprend ça. Le fait de ne pas le dire empêche la construction de la confiance et garantit la construction de la défiance. Donc, il y a là un souci, mais qui peut être très facilement, je le pense, franchement, résolu. Et je l'ai vu, moi, dans l'exercice du pouvoir, auprès de Michel Rocard, avec la plupart des chefs d'État et de gouvernement ou de ministres de l'Intérieur depuis cette période, comme j'ai indiqué, peut-être pas du fait de mon immense intelligence supposée, mais par défaut, parce que personne ne voulait s'occuper de ces questions, donc il en fallait bien un. Mais sur le fond, on peut arriver à créer de la confiance et on peut arriver à créer un équilibre entre une atteinte acceptable aux libertés publiques et une protection raisonnable des libertés individuelles. Voilà, le RGPD n'a tué personne, mais il a fallu un temps infini pour inventer un RGPD qui vaut ce qu'il vaut. Je ne fais pas de fétichisme RGPDiste, mais alors qu'on a laissé tout ce dispositif se créer
alors même qu'on savait très bien que les autoroutes de l'information, c'était comme des autoroutes, point, qu'il fallait du contrôle de vitesse, des autorisations, des ceintures de sécurité, des autorités de validation, des péages et de la protection des données. Alors évidemment, quand on le fait avec 20 ans de retard, eh ben, on a 20 ans de retard et on a face à soi des géants, des monstres et des opérateurs qui par ailleurs sont des alliés souvent des gouvernements puisqu'ils arrivent à vendre des données que les États ne peuvent pas obtenir légalement mais qu'ils peuvent acheter à des opérateurs privés puisque chacun d'entre nous signe sans jamais regarder les conditions générales d'utilisation de son smartphone, de ses achats, de ses téléchargements, et se découvre qu'il n'est en fait propriétaire de rien et que dès lors qu'il importe une photo, une musique, une chanson ou un film, en fait, il n'en devient plus qu'un locataire, ce qui est quand même très étrange. Et ceci ne provoque aucune information. Les services de renseignement remercient tous les jours Facebook, Twitter et autres opérateurs de la masse Instagram, de la masse d'informations invraisemblables qui leur sont aimablement offertes par des gens qui, le lendemain, expliquent qu'il faut interdire à l'État d'être intrusif dans les données. Les mêmes. Voilà. Donc, moi, je suis pour interdire à tout le monde d'être intrusif dans les données. Et donc, il va falloir, à un moment, détruire ce qui n'est pas un opérateur normal d'un service normal, c'est-à-dire tout ce qui est soi-disant gratuit et qui, donc, relève d'une opération de captation qui pourrait relever d'un délit pénal dans un pays normal, en tout cas dans un espace normal, et qu'il va bien falloir traiter un beau matin. Alors, je voudrais aborder un autre point, cette fois plus sur l'écosystème des cybercriminels. Vous avez mentionné, je crois, au niveau de 2019, un basculement avec l'apparition des APT mercenaires. On a vu également en 2017 avec WannaCry un exemple d'événement de grande ampleur, un événement qui rapporte finalement assez peu, puisque je crois qu'on chiffre à environ 100 000 € ou des choses comme ça, ou 100 000 dollars pour les hackers, cet épisode-là. Ensuite, on voit un basculement un peu après sur des profits, en tout cas si on en croit le rapport de l'ANSSI sur les rançongiciels qui deviennent beaucoup plus importants et industrialisés. Est-ce qu'on arrive à savoir d'où vient, quelles sont les causes un petit peu de ce basculement? D'abord parce qu'on a du mal à comprendre que WannaCry n'était pas une opération, mais un test, une répétition. C'est le moment où vous faites un truc qui n'a aucune importance et qui ne va pas apporter grand-chose, à la fois pour enfumer l'adversaire, voir comment il réagit et réussir la vraie opération le jour où on va vraiment commencer à faire des trucs sérieux. Donc, il faut bien comprendre que tout ce dispositif n'est pas un effet du hasard malencontreux d'un amateur à peine éclairé qui ne va pas réussir. En fait, c'est une opération de stress test. En stress test, on apprend à la fois la résistance de notre adversaire, ses vulnérabilités et surtout l'ensemble de la méthode de réaction, ce qui vous permet d'éviter, au cas où, d'être pris la fois prochaine. Or, comme un truc qui marche est donc mécaniquement répété jusqu'à ce qu'il ne marche plus, l'opération d'après, rien ne marche. Et là, c'est trop tard. Et pour poursuivre sur la question des rançongiciels, donc il y a forcément toujours la question de faut-il payer ou non la rançon, donc je ne vais pas revenir sur l'aspect non moral de payer cette rançon, bien entendu, mais est-ce qu'on peut imaginer une réelle efficacité d'arrêter le paiement à ces rançongiciels, sachant que l'impression qu'on peut avoir, c'est que c'est des attaques qui sont finalement assez peu coûteuses quand elles sont massives. Le fait de bombarder, vous aviez mentionné les chiffres avec les différents spams et autres, et le faible taux de réponse. Finalement, est-ce que c'est quelque chose qui risque de faire baisser la fréquence ou qui va simplement réduire un petit peu les profits des hackers si on arrête ces paiements et éventuellement les inciter à se tourner vers d'autres modes? Comme d'habitude, le seul truc qui marche avec un criminel, c'est la peur du gendarme. S'il n'y a pas de gendarme, il n'en a rien à battre, et qu'il gagne 1 € multiplié par 1 million de fois ou 1 million d'euros multiplié par une fois n'a aucune espèce d'importance.
la question centrale, c'est combien ils gagnent. Et donc, contrairement à ce qu'on imagine, les gains sont considérables puisque les profits issus de l'ensemble de la cybercriminalité sont supérieurs à ceux du trafic de stupes et de la prostitution réunis. Car derrière ce dont on parle, il y a aussi les sites pornographiques, les sites de jeux et de paris sportifs. Il y a une cyberéconomie criminelle qui dépasse très largement la cyberattaque et le rançongiciel. La valeur moyenne de la rançon, aujourd'hui, elle est passée aux alentours de 30 000 €. Ce qui est suffisant, ce qui est la limite pour une petite entreprise, est suffisant pour un opérateur qui a acheté le rançongiciel pour 20 balles sur Internet ou qui d'ailleurs le loue et paye en pourcentage de ses recettes, car c'est très structuré. Il y a une sorte de mutualisation, il y a une sorte de SVP 1111 du rançongiciel, il y a des services après-vente, il y a des services support, il y a même des cartes de fidélité. Donc, le truc, c'est très bien. Il faut bien penser que le crime, il utilise le modèle de l'économie libérale avancée comme un élément étalon de référence. Il fait de l'investissement, de la recherche-développement, de l'intégration verticale, de l'intégration horizontale, de l'incentive pour le petit personnel. Seule sa gestion de la concurrence est plus définitive que dans le commerce traditionnel. Mais à part ça, tout fonctionne comme un dispositif économique parfaitement classique, totalement référencé, qu'on pourrait donner à un étudiant de licence d'économie. Donc, il n'y a pas de problème, contrairement à ce qu'on imagine, entre le high volume à faible rentabilité et le coût unique à forte rentabilité, 50 millions de dollars, et puis on passe à autre chose. Ils peuvent faire les deux sans aucun problème. La problématique, c'est est-ce que je gagne suffisamment par rapport à mon train de vie, 2, le fait d'éviter de me faire emmerder, 3, les dispositifs de protection qui existent, et 4, les enjeux de mise à jour de mes dispositifs face aux évolutions des antivirus et de la protection. Mais comme l'élément essentiel n'est pas technologique, mais le facteur humain, après tout, je ne suis même pas obligé de surinvestir. Merci. Et alors, je vais peut-être aborder quelques questions qui sont plus d'ordre prospectif avant de passer peut-être la parole à Florence pour ces questions. Il y a quelques questions dans le chat autour de l'éventuelle prédictibilité d'un événement Black Swan, signe noir, ou la question imagine-t-on probable à l'avenir un blackout cyber? Voilà, quelles sont vos opinions comme ça sur ces aspects? Bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment vivre au temps du coronavirus » et qui explique que depuis 1918, on sait très exactement que ça va se passer, comment ça va se passer, comment on va réagir et comment on va merder. Donc, je n'ai aucune opinion en la matière, je n'ai pas de posture, je raconte une histoire des faits avec des documents officiels qui permettent à chacun de se faire sa propre opinion. Donc, en général, on n'est jamais surpris que parce qu'on n'a pas voulu voir. Ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a oublié. Donc, il y a très peu de surprises stratégiques. L'aveuglement stratégique est l'élément dominant. Donc, nous savons à peu près tous que nous aurons de nouvelles zoonoses, que le coronavirus ne se terminera jamais et qu'il deviendra un élément récurrent contre la grippe avec des pics et des machins, qu'on va être obligé de se faire une dose tous les ans comme la grippe et que le seul truc qu'il faut espérer, c'est que la grippe et le coronavirus ne vont pas fusionner pour nous créer un truc un peu plus gênant. Je rappelle qu'il mourrait 20 000 personnes de la grippe tous les ans, parfois 30 000 quand on en avait 2, ce qui était arrivé en 18-19, et qu'on s'en foutait comme de l'an 40, qu'on a eu là entre 150 et 200 000 morts, peut-être 300 000 en surmortalité. On a une sous-mortalité des autres maladies qu'on n'a pas eues, donc il y a des phénomènes de compensation. Les morts étaient des vieux gros au début, ils deviennent des jeunes sportifs désormais, donc les morts, les lourdement atteints, les coronavirus longs, le processus de déstabilisation de l'ensemble de notre système de santé est là pour très longtemps avec ces phénomènes, à la fois payer les tests, payer les vaccins et payer la régularité du dispositif. Notre système de santé est atteint durablement et lourdement, on ne le voit pas, on n'en parle pas, mais c'est quand même un sujet. L'équilibre des comptes sociaux, j'en parle plus. Alors, ma position étant que, de toute façon, dans la fabrication de fausses monnaies, celle-ci vaut bien
celle de la spéculation et des bulles. Enfin, à un moment ou à un autre, quelqu'un va bien s'en rendre compte. Je suppose qu'il y a quelqu'un qui va se dire, mais c'est quoi tout cet argent? Sur quoi est-il donc basé? Quels sont les éléments de référence qui lui permettent de donner une valorisation? Bref, un travail que je qualifierais d'actuariel. Et donc ça, c'est une sorte de mystère boule de gomme. Donc oui, on peut anticiper. Moi, je pense que les problématiques essentielles aujourd'hui, elles sont des deux virus. Le virus, je vais dire, un virus en cache un autre, ça ne veut pas dire que l'un supprime l'autre. Je pense que nous allons vivre pendant longtemps avec deux problématiques majeures, d'une surproduction de zoonoses et de virus mutants nombreux. Vous regardez la phylogénie du SARS-CoV-2, il en est à sa 18 millième mutation déjà. Et on n'a pas fini. Et puis on a de la chance parce que les pires, le lambda et le mu, ne sont pas assez virulents pour surclasser le delta qui pourtant mérite le détour. Mais on attend les suivants, les prochains, les autres. Ce truc-là va être là pour longtemps. On va donc vivre avec. Bien. Comme la grippe, youpi. On va donc avoir la grippe et le virus. Est-ce qu'on va oublier le masque, l'hygiène, se laver les mains? Je rappelle qu'en 1850, un brave médecin qui s'appelait Semmelweis est arrivé à l'hôpital de Vienne et a dit « Les gars, il faudrait se laver les mains entre deux patients parce que vous propagez des virus. » Tous ses collègues médecins supérieurement intelligents et avec tous les défauts et les qualités qui vont avec la profession ont fait en sorte qu'ils finissent dans un asile de dingue. Voilà, prophylaxie, ce n'est quand même pas un sujet tout à fait secondaire, mais on a oublié, on est invulnérable, on est des transhumains, c'est déjà fini. Ben non, le microbe, très puissant, le microbe de plus en plus puissant, et nous sommes de plus en plus fragiles parce que nous avons oublié des règles prophylaxiques de base, qui ont été les règles de l'hygiène qui nous ont permis de survivre dans la phase d'apparition des premiers grands vaccins, 1900. Voilà, je rappelle qu'on a eu le sida et que cette question n'est toujours pas résolue. On a des traitements, on n'a pas de vaccin. Donc, on a des tas de sujets qu'on vit comme si de rien n'était parce que c'est toujours les autres qui sont malades. Je pense que c'est fini. Nous serons tous malades, donc nous serons tous vulnérables et donc il va bien falloir régler cette question de réorganisation de la vie sociale en considérant qu'après tout, les vacances, ce n'est pas passer d'une boîte de sardines métro à une boîte de sardines avion, dans une boîte de sardines club de vacances qui permet d'entrer dans une boîte de sardines croisière et de revenir dans la même boîte de sardines. À un moment, tout ça doit être revisité. Les équilibres économiques n'ont aucun sens. Et donc, la valeur des choses doit être aussi revisitée. Ça nécessite une certaine forme de révolution. Alors, on l'a en partie sur les énergies vertes d'un côté et sur le bio de l'autre. Alors, le vrai bio, le faux bio, un peu tout. Mais on sent bien que l'état d'esprit de l'opinion est prêt à prendre en considération un certain nombre d'évolutions lentes, progressives, pédagogiquement acceptables, pas autoritaires et brutales, mais que si on ne le fait pas, ça terminera de manière autoritaire et brutale. Donc, je crois que là, il y a un vrai enjeu d'anticipation, justement, de sujets qu'on connaît et qu'il va falloir accepter de croire, parce que non seulement c'est vrai, c'est vraisemblable et ça va arriver. Merci. Alors, je vais peut-être passer la parole à Florence pour conclure, puisque nous arrivons à peu près au bout du webinaire. Oui, en dernière question, j'aurais bien demandé à Alain, mais là-dedans, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les pauvres assureurs, les pauvres actuaires? Quel peut être notre rôle? Quel doit être notre rôle? Comment vous voyez notre positionnement? Écoutez, j'ai rencontré dans ma vie deux grands assureurs, Claude Bébert et Jacques Richier. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des grands assureurs, ça veut dire que je ne les ai pas rencontrés, peut-être. Mais l'un a inventé l'Institut Montaigne et a décidé d'investir dans la projection, l'analyse et l'anticipation de l'avenir au sens moral et politique. Et l'autre, il a dit, quitte à dépenser de l'argent, je vais arrêter de faire de la com et payer des trucs qui ne servent à rien et je vais créer un outil nouveau risque qui anticipe les risques. Le premier invité de l'outil nouveau risque en 2018 s'appelait Arnaud Fontanet. Le premier risque que nous avons traité s'appelle le risque épidémiologique. Je ne raconte pas ça pour nous faire plaisir. On n'avait aucune idée. On l'avait mis parce que c'était évident que c'était un enjeu très important de l'avenir. Et vous avez d'ailleurs le rapport de la chaire Nouveau Risque de l'année dernière est disponible. Donc, vous verrez ce qui a été traité. Le nouveau rapport va être publié d'ici fin octobre et nous entamons la 3e saison.
Et donc, ils ont cette capacité, cette possibilité d'envisager l'avenir en s'y préparant. Je veux dire, la prévention, la simulation, ça n'empêche pas les catastrophes, ça permet d'y survivre. Et donc, c'est exactement ce qui est fait, par exemple, désormais dans les services de renseignement, où on est passé d'une demi-douzaine d'opérations proactives et préventives et où on s'occupait surtout de récupérer des auteurs d'attentats après les attentats, où c'était déjà trop tard, à 60 opérations préventives et proactives pour des attentats qui n'ont pas eu lieu. C'est un changement de culture. Ils sont formés chez nous au conservatoire en Bretagne, au pôle sécurité défense. Nous formons tous les analystes du renseignement de toute la communauté de renseignement. On leur apprend une méthode. On a réussi à foutre un cerveau entre les oreilles. Et ça marche très bien. En tout cas, jusqu'à présent, ça marche très bien. Évidemment, il va falloir anticiper le fait que l'adversaire va évoluer, que le glaive va reprendre de l'avance sur le bouclier et que ce qui est en train de réussir ne durera peut-être pas éternellement. Mais quand on se projette dans cette idée, quand on anticipe les choses, quand on envisage les évolutions, quand on voit ce qui est en train de se préparer et qui n'est en rien caché, eh ben, on est en capacité de réagir, d'intervenir. Et moi, je pense, par exemple, que des formations spécialisées pour les actuaires, pour les remettre en situation d'actuariat, c'est-à-dire d'analyse des risques et pas seulement de gestion des investissements, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas ne pas gérer les investissements, permettrait de beaucoup avancer et de se trouver en situation de ne pas être totalement hypnotisé par les attentats. Moi, je me rappelle du 11 septembre, je suis arrivé à l'hôtel Matignon, je revenais d'un déplacement en province, j'ai été averti des attentats dans le TGV, je suis arrivé à Matignon et j'ai rencontré un cabinet hypnotisé par les images de l'avion qui tombait dans les tours. Et en fait, il y avait une sorte de tétanisation, puisque au moment où il y a une crise dans une entreprise, je fais beaucoup de simulations, donc ça m'amuse toujours parce que c'est toujours la même chose. Il y a la moitié des gens qui cherchent la réponse dans le guide de gestion de crise, où évidemment elle n'est pas, parce que ce n'est pas une Bible qui projette vers l'avenir, c'est plutôt un rassemblement des exercices du passé, et l'autre moitié qui voudrait communiquer sans savoir. Alors évidemment, dans les deux cas, ça ne sert à rien, parce que ça ne peut pas marcher. Le processus, il est proactif, préventif, simulatoire. Il vise à admettre que la crise est un élément de gestion ordinaire et pas extraordinaire. Et pour sortir de la tétanisation, il faut juste considérer que c'est un phénomène d'exploitation normale et que ça peut arriver comme un accident de voiture, un accident de mobilette, un accident de moto, et que ce n'est pas automatiquement une attaque nucléaire. Parce que les mêmes mécanismes fonctionnent. Mais quand les mécanismes ne sont pas rodés ou expérimentés et surtout acceptés, alors rien ne marche. Moi, je crois qu'il y a un espace très important dans le monde de l'assurance en général, pour l'avoir expérimenté de mon côté, et dans le monde des actuaires en particulier, pour justement reprendre un dispositif qui vise à bien identifier les risques, les réponses aux risques, les enjeux de la réponse aux risques. C'est le problème d'ailleurs des assurances cyber, dont on sent bien les limites de l'exercice. Et je vous rappelle, évidemment, vous avez tous vécu le drame de l'assurance perte d'exploitation en période de pandémie, notamment pour un très gros assureur de la place qui a eu le plus grand mal à arriver à gérer sa relation avec ses clients et la différence qui existe entre l'idée qu'on se fait de ce qu'on a signé, la manière dont c'est rédigé et l'interprétation qu'en est faite. Voilà. Donc, il y a plein de sujets qui peuvent parfaitement être abordés de manière très intelligente, très proactive et très efficace. Revenir aux fondamentaux des risques. On ne vous entend plus. Le développement de la... Ah, voilà, vous ne m'entendez plus. Bon, ça y est, si vous ne m'entendez plus, je me... Ça y est. Donc, juste, j'ai une connexion instable, excusez-moi. Donc, effectivement, en revenir aux fondamentaux de l'évaluation des risques, de la connaissance des risques, dont on s'est un peu écarté du fait de l'importance prise par l'épargne dans les activités d'assurance. Donc, en revenir à ces fondamentaux consacrer des efforts à la recherche, consacrer des financements à la recherche. Ça a été rappelé, Alain, par ce qui a été fait par les deux grands assureurs qui ont été
nommé. Eh bien, merci. Il nous reste à remercier Alain Bauer très, très chaleureusement par cet exposé qui a élevé le débat. Il y avait encore plein de questions. Enfin, moi, j'en ai encore plein, mais ça sera pour une autre fois. Et encore une fois, un très grand merci, surtout en ce moment où vous êtes particulièrement chargé. Donc, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a été extrêmement captivé et nous essaierons d'aller dans la voie qui a été indiquée, c'est-à-dire réfléchir, anticiper. C'est ce que nous essayons de faire, mais c'est effectivement la voie sur laquelle il faut agir et travailler. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.